Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition de Webinoto que AutoActu vous propose grâce aux équipes de Seaways et de AutoWays. Aujourd'hui, nous aurons Éric Champarneau, associé fondateur de Seaways, qui fera la présentation avec Jade Beyoum, Chief Economist Junior de Seaways. Donc, on aura dans une première partie des commentaires des chiffres du mois de juin, qui sont bons. Et ensuite, une approche sur les nouvelles tendances de consommation suite au confinement. Vous pourrez poser des questions au fil de l'eau par écrit. On gardera, Éric, tu m'as promis du temps à la fin pour répondre à des questions. Eva Lequic, qui est responsable de communication de Seaways, est à la manœuvre en technique. Elle recueillera vos questions. Elle vous enverra le replay et la présentation dans les jours qui viennent. Voilà, donc je pense que on peut y aller. Je vous signale aussi, ceux qui étaient là le mois dernier le savent, qu'on va vous passer des sondages. Merci d'y répondre pendant la présentation. Éric, je crois que tu peux y aller. Très bien, merci beaucoup Florence. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir virtuellement dans ce webinaire pour ce point marché, point court terme, moyen terme. Alors ça dure 1 heure, quelqu'un demande, je te coupe. Voilà. Merci Florence. Oui, effectivement, on se permettra peut-être 1 ou 2 minutes de retard, mais pas plus, c'est important. L'esprit, la philosophie dans laquelle on vous reçoit aujourd'hui et dans laquelle on organise ces webinaires, c'est le suivant. On a tous subi une période exceptionnelle, on va dire, avec ce confinement, cette épidémie. On se replace bien sur les tendances lourdes qui précédaient ces événements pour tirer ensemble des conclusions, des orientations, de l'anticipation, des prévisions sur ce qui va se passer après. Donc, on a une approche systémique, sociale, économique, réglementaire, technique, et on tâche de voir comment le marché va évoluer compte tenu de tous ces événements, ces bouleversements à court terme, année 2020, 2021. Et puis, on va travailler aussi ensemble à moyen terme en voyant un petit peu comment ces différents chocs vont impacter la consommation d'une façon générale et l'équipement automobile, l'usage automobile et les marchés à terme. Alors, comme l'a dit Florence, on va commencer dans un instant. Je donne la parole à Jade pour le point contexte macroéconomique. Ensuite, on fait le bilan. On a eu les statistiques hier du mois de juillet finalisées. Donc, on a tout un semestre à analyser. Et puis, on passera rapidement sur l'actualisation 2020-2021. Je tue tout de suite le suspense. On ne change pas la prévision. Donc, on avait bien vu les choses il y a un peu plus d'1 mois et demi. Donc, pour l'instant, ça ne changera pas. En revanche, ensuite, on vous emmène faire un tour sur les tendances de consommation, mode de vie, consommation qui ont été accélérées par le confinement pour voir un peu quelles conséquences ça peut avoir sur les mobilités, la part modale de l'automobile et à terme, l'intensité de la demande automobile. Voilà. Et puis ensuite, on aura les prochains rendez-vous, non pas les prochaines étapes, mais les prochains rendez-vous. Alors, contexte macroéconomique, Jade, la parole est à toi. Donc, bonjour à tous. On va commencer par un petit point sur le contexte macroéconomique. On a eu pas mal de nouvelles données qui nous sont arrivées en juin, qui nous disent que globalement, l'économie s'est très bien repris. Ici, vous avez l'indicateur Markit. Donc, c'est un indicateur qui mesure l'activité du marché en demandant aux directeurs d'achat des entreprises, donc qui s'occupent des commandes, quelle est leur morale à l'heure actuelle, à quel point ils vont faire des commandes. Quand l'indicateur est au-dessus de 50, on est en expansion économique. Quand il est en dessous de 50, on est en récession économique. Ici, vous voyez qu'en juin, il s'est repris à 51,3. On est au-dessus de 50. C'est un indicateur qui est très en amont du marché, c'est-à-dire que les entreprises recommencent à fonctionner, à commander des produits, à devoir produire. Donc, à ce niveau-là, c'est très rassurant. Il faut savoir que la France est le premier pays européen à repasser la barre des 50 après le confinement. Donc, la reprise, en tout cas en juin, est à la fois plus rapide qu'espéré et plus forte en France que dans le reste des pays européens. Un autre indicateur positif, c'est que le chômage est reparti à la baisse au mois de mai. Vous voyez que le nombre de demandeurs d'emploi sans activité inscrits à Pôle emploi
a augmenté de 135 000 entre février et mars, de 700 000 entre mars et avril, mais il a baissé de 160 000 entre avril et mai. Donc, on a déjà eu une baisse du chômage à l'image de ce qu'on a pu d'ailleurs observer aux États-Unis, en France, ce qui est plutôt rassurant. Maintenant, il faut garder en tête qu'on a un grand nombre d'entreprises qui soit sont en procédure de redressement judiciaire, soit ont déjà annoncé des licenciements, à l'image d'Airbnb, 25% des effectifs dans le monde, Alcatel-Lucent, qui appartient à Nokia, 1233 licenciements. Hier, Airbus a annoncé 15 000 licenciements en Europe, dont 5 000 en France. Donc, on va sûrement avoir une vague de licenciements. On peut s'attendre à ce qu'à la rentrée, voire cet été, le chômage reparte à la hausse. Donc, c'est globalement notre message. Le mois de juin est très bon, mais il faut faire attention. L'année restera mauvaise, malheureusement, déjà parce qu'il y a eu le confinement. Ensuite, parce que les 2 prochains trimestres à venir ne vont pas être de bonne qualité, on va dire, économique. On aura cette vague de licenciements et les coûts du confinement vont sûrement se payer lors des 2 prochains trimestres. Là, je vous présente, comme la dernière fois, notre scénario macroéconomique de Seaways. Aujourd'hui, on prévoit toujours moins 10% en termes de croissance du PIB cette année. Donc, ça nous dit bien que c'est une année qui est mauvaise et qui malheureusement restera mauvaise malgré un bon mois de juin et peut-être un bon été. Peut-être que si la dynamique continue, on sera amené à améliorer un peu notre prévision. Peut-être qu'on va être un peu au-dessus. On peut avoir une deuxième vague qui nous ferait être un peu en dessous également. Le taux de chômage devrait augmenter fortement cette année. Il a déjà pas mal augmenté pour atteindre 11,5% en fin d'année avant de baisser en 2021. Quelque chose qui est très important cette année, c'est que le PIB a fortement baissé. Donc, la production a fortement baissé, mais beaucoup moins le pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toute une politique économique et fiscale qui a été mise en place par le gouvernement, qui est le chômage partiel principalement, qui a fait en sorte que les gens qui ne pouvaient pas produire, donc qui ne pouvaient pas travailler, ont été quand même rémunérés. Donc, le pouvoir d'achat baisse de 2,7% contre 10% pour le PIB. La consommation baissera beaucoup plus, de 7,4%, principalement parce qu'il y a une épargne forcée qui a eu lieu pendant le confinement. L'OFCE estime ça à 60 milliards d'euros, ce qui est énorme. Et donc, on s'attend à ce que le taux d'épargne soit de 18,5% cette année, parce que les gens n'ont pas pu consommer pendant le confinement. Alors, il peut y avoir un rattrapage après, mais par exemple, dans les services, les restaurants, c'est très compliqué de rattraper ce qui n'a pas été dépensé. Et ensuite, on reviendra l'an prochain à un niveau qui est normal de 15,5%. Pour finir, il faut savoir que cette récession touche le monde entier. Si vous avez les prévisions de croissance du PIB du FMI pour différents grands pays, on voit qu'à part la Chine, tous les autres pays vont être en récession assez forte. Pour la Chine, pourquoi est-ce que la Chine a tout de même encore une croissance assez faible? C'est principalement parce que le confinement en Chine a été principalement circonscrit à la province du Hubei. Donc, c'est un endroit assez circonscrit. Ça correspond à 60 millions d'habitants sur un pays de 1,3 milliard d'habitants. Donc, ça va aider, alors qu'en France, on a eu un confinement dans tout le pays. On est un peu plus optimiste que le FMI dans notre prévision de PIB pour la France, principalement parce que le FMI a un modèle de prévision qui ne prend pas en compte vraiment les spécificités des pays, mais qui traite un peu tous les pays de la même façon. Donc, nous, on a un peu plus de connaissances marché sur la France. Et donc, ça nous permet d'être un peu plus optimistes. On sait que l'économie française est très résiliente. Et je vais repasser la parole à Eric. Alors voilà, le point macroéconomique est important parce que c'est à la base de tout, hein, des réactions de l'offre et évidemment de la demande. Vous vous souvenez, la fois dernière, on vous expliquait qu'on fait des prévisions de marché automobile fondamentalement cohérentes avec le contexte macroéconomique. Et là, on a un PIB à moins 10% et on a une élasticité du marché automobile qui est de 3 en général, un facteur multiplicateur de 3. Donc, s'il n'y avait pas de plan de soutien, de réaction de l'offre et de réaction psychologique de la demande, le marché s'effondrerait à moins 30%. On n'en est pas là et on va voir pourquoi. Alors, première chose, donc, on a clôturé hier, avant-hier plus exactement, le marché du mois de juillet, plus 1,2%. Donc là, ce sont les immatriculations quotidiennes du marché total et en orange des ménages. Plus 1,2%, mais avec 2 jours ouvrables en plus. Si on prend la moyenne, si on corrige ces jours ouvrables, autrement dit, si on prend la moyenne quotidienne du mois de juin 2020 par rapport au mois de juin
19, on est encore sur du moins 8%. Donc, c'est une reprise par rapport au moins 50, au moins 80% des mois précédents, c'est sûr, mais ce n'est pas une franche croissance en réalité en glissement annuel. Voilà, 1,25%, c'est une reprise, c'est indéniable. On est sorti du confinement, je pense qu'on l'a tous expérimenté, mais le plus 1,25, il doit être un tout petit peu nuancé tout de même. Quand on regarde les canaux d'immatriculation, les particuliers, les sociétés, les vrais entre guillemets, et puis les tactiques, donc les professionnels de l'automobile, véhicules de démonstration, voire courte durée, etc. Voici le tableau. Donc, pour les particuliers qui profitent majoritairement, même exclusivement des primes, on a plus 23% sur le mois de juin et le recul sur l'année est désormais de moins 35%. Côté société, stable, pas mal aussi. On n'aurait pas tous parié, je pense, il y a un mois et demi, et le cumul est à moins 30. En revanche, tactique, ça continue de baisser fortement puisqu'on a un recul de 7% de mémoire de la location courte durée et les VD continuent également de décroître. Donc, côté tactique, on est aujourd'hui à moins 47%. Au total, le marché sur le mois de juin, c'est 1,2, nuancé par 2 jours ouvrables en plus. Et puis, au cumul, là, ça fait un peu résonance avec ce que nous disait Jade. Attention, il y a une euphorie post-confinement sur les marchés, mais on a toujours un cumul annuel qui est à moins 39% à peu près. Et on ne corrigera pas tout dans l'année. Ça, c'est clair, on va le voir dans un instant. Le point important à voir aussi, c'est que là, ce sont les statistiques de leasing sur l'ensemble du marché des particuliers. Donc, on n'est que sur le marché des particuliers. Les volumes de leasing, leasing c'est LOA plus LLD, on est à moins 26% au total des 6 mois, ce qui fait que la part du leasing, donc qui décroît moins que le marché total, continue d'augmenter et on est aujourd'hui à 42%, contre 39% la moyenne 2019. Donc, le financement aide aussi à la reprise du marché, surtout quand on propose de ne pas payer le loyer avant 2021. Alors, quand on regarde maintenant la prévision, quand on fait on subdivise en la demande des sociétés, c'est ce que je vous disais, le garage et BD moins 42,1% depuis le début de l'année. Les constructeurs moins 29% et la location courte durée moins 54%. La saison vient de commencer et même au mois de juin, on est toujours en décroissance. Donc, les tactiques, c'est près de la moitié du marché qui a disparu sur le semestre. Ça va un peu mieux côté société puisqu'on a un cumul qui est à moins 30% sur les vraies sociétés et moins 40% sur les administrations, mais qui pèsent pas grand-chose du marché. Voilà, toujours sur les acquis, le point qui est important, très important à signaler, c'est que ça va beaucoup mieux du côté VO, puisque sur le mois de juin, les ventes ont fait plus 27%. On le savait, on l'avait dit, il fallait pas être devin, que la reprise fonctionnerait d'abord par le VO. Les primes et les super primes à la conversion sont aussi, les VO sont éligibles, pourvu qu'ils soient critère 1. Donc, les jeunes VO, moins d'un an, et puis tout ce qui est critère 1, on est sur du presque 40% d'augmentation. Et puis ensuite, ce sont les très vieux VO, toujours cette demande, et au cumul de l'année, ces très vieux VO, ça n'est entre guillemets que moins 10% de baisse, quand le total du marché VO au cumul est à moins 18%. Le VO fait concurrence au neuf, si je peux m'exprimer ainsi, notamment parce qu'il est éligible. L'autre point important, peut-être que dans un autre webinaire, on s'étendra sur les régionalismes, c'est le contraste de la reprise. On a quelques départements, Cantal, Doubs, Haute-Saône, territoire de Belfort, qui sont encore en négatif au mois de juin. Et puis, surtout, tout le reste du pays est plutôt positif. On est sur les ventes aux ménages, là, donc, c'est pour ça que les chiffres sont impressionnants en croissance. Sur les ventes aux ménages, on a une carte de France qui est très contrastée. Et ce sont des glissements annuels, donc il n'y a pas eu de rien selon nous, mis à part l'organisation des réseaux, mis à part peut-être un déconfinement qui régionalement a été plus ou moins rapide, etc. On suivra ça de près, mais toute la France n'a pas l'air de se réveiller de façon homogène de cette sortie de confinement. Voilà, ça mérite d'être creusé. À ce stade, on vous le signale simplement. Les prévisions, je vais passer rapidement, ce qui va nous laisser rentrer dans des choses un peu plus structurelles et fondamentales. Les prévisions 2020-2021 sur le marché VN, le marché du neuf. Donc d'abord, alors vous vous souvenez,
on a une société de data science et on passe beaucoup de temps à web scraper, donc, autrement dit, aspirer de l'information sur les réseaux sociaux, sur les sites web marchands, sur les plateformes de vente automobile, sur les Google Trends, etc. Et on a créé un indicateur synthétique de tension de la demande. Et vous voyez, là, c'est super intéressant parce que ça a le mérite d'être très évocateur, très clair. On a eu une, je vais mettre le pointeur laser, on verra mieux, voilà. On a eu une envolée très, très forte de la demande sur Internet, hein, de la recherche d'informations liées aux véhicules neufs, très, très fort jusqu'à la sortie, jusqu'à après le confinement. Hein, l'annonce des primes a remis de l'huile sur le feu. Et puis, ensuite, ça a diminué. Donc, il y a un décalage. Là, en rose plein, ce sont les immatriculations. Donc, pour l'instant, ce regain d'intérêt et de demande est encore en train d'être servi. Mais petit indicateur, un petit signal, clairement sur l'indicateur avancé et probablement plus tard, sur un marché qui va déjà commencer peut-être à se retourner. Donc, on va vous poser la question tout à l'heure. On vous demandera votre avis par rapport aux prises de commandes instantanées dans le sondage. Comme ça, on aura un avis, j'ai envie de dire, collectif, participatif, en plus de notre avis à nous, from desk, si je puis dire. Alors, merci à Kantar qui a mené l'enquête pour Aramis et nous a gentiment proposé quelques informations statistiques qui étaient publiques, qui montrent bien, qui confirment bien dans les intentions que les ménages comptent acheter des véhicules. 89% des ménages interrogés, c'est énorme, comptaient acheter un véhicule dans cette enquête, 45% dans les 2 ans. 67% jugent de ne pas pouvoir se passer de leur voiture. C'est un indicateur qui est très intéressant à suivre dans le temps et qui s'étendit plutôt à la hausse. Et on en a même quelques-uns qui ont devancé leurs achats, l'essentiel n'ayant pas changé leurs habitudes. Dans le confinement, certains l'avaient évidemment repoussé, mais globalement, on a plutôt une tendance clairement à l'envie d'acheter une voiture sur la période, si ce n'est ce que je vous présentais un petit peu à l'instant, un début de baisse de tension sur les recherches d'informations liées à l'achat d'un véhicule neuf sur Internet. La prévision, eh bien, on ne la change pas. On la change pas parce que quand on prend le cumul des ventes annuelles à la fin du semestre, là, il se trouve que la reprise du mois de juin, on l'avait très bien anticipé. On avait dit -1, -2%. On ne pensait pas qu'on atteindrait le niveau de juin 2019 exactement. On l'a un petit peu dépassé, mais bon, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Aujourd'hui, on a 200 000, on a un plan de soutien qui est à 200 000 voitures. On travaille là sous l'hypothèse, alors on ne l'a pas dit tout à l'heure pour la macroéconomie, on est évidemment sous une hypothèse, pas de deuxième vague, pas de reconfinement, en tout cas national. Et pour l'instant encore, ça changera peut-être au prochain webinaire, fin des primes, pas de nouveaux dispositifs, et puis les primes seront épuisées à fin juillet, hein, pour dire les choses simplement. Donc sous ces hypothèses-là, fin des primes à fin juillet, on voit toujours ces 200 000 euros, ces 200 000 primes pardon, qui se subdivisent en 150 000 effets nets, parce que dans ces 200 000, il y a des gens qui vont profiter d'un effet d'aubaine, qui auraient acheté une voiture et qui vont prendre la prime sans que ça ait changé leur attitude. Et puis, sur ces 150 000 voitures, on en avait mis la fois dernière 33% pour l'occasion, donc grosso modo 50 000 et 100 000 pour le VN. C'est probablement un peu généreux pour le VN, parce que compte tenu de ce qu'on a vu sur les chiffres du VO, il y a probablement plus de primes sur le VO, enfin plus du tiers qui vont sur le VO. Mais si on reste sur les 100 000, je refais très rapidement notre logique. PIB moins 10%, le marché ferait moins 30%, ça nous amènerait à 1 550 000 en gros. On rajoute donc ces 100 000 voitures, ça nous amène à 1 650 000. Et puis, tous les ans, en fin d'année, pour aller chercher une position sur le podium, pour aller chercher des primes qualité, pour aller chercher un affichage de CO2, on a un rush ou aller chercher des ventes avant une sévérisation du malus, possible aussi, hein, quand on voit ce que la convention Citroën, la convention, non pas Citroën, pardon pour les Citroën, convention citoyenne qui nous écoute, vient de sortir. Il est probable qu'on ait un nouveau tour de vis sur les dispositifs malus-bonus. Donc, on aura un rush de fin d'année et le 1 650 000, on le transforme en 1,7 million, moins 23%. Prévision inchangée par rapport à, disons qu'il y a 2-3 mois maintenant qu'on est calé sur cette prévision. Ce qui nous amène à la trajectoire suivante et ensuite on passera aux choses un peu plus structurelles. La trajectoire suivante sur les ventes d'automobiles neuves.
plus 1%. On va avoir quelque chose d'à peu près identique en juillet, plus 1, moins 1, difficile à dire. Petit glissement en août, 5%, 6, 7, 8 sur le reste de l'année avec un dernier trimestre à moins 7, moins 8% par rapport à 2020. Et encore une fois, 1 700 000 voitures sur l'année. Rebond 15% en 2021, mais par rapport à 2019, il y aura toujours une perte de 12%. Voilà, c'est bien quand on ne change pas les prévisions, c'est bon pour la visibilité et la conduite des affaires. Alors, je crois que c'est le temps du sondage. Alors, je fais la prévision de canal par demande, elle est inchangée aussi. Donc, récupération côté ménage, société également. Et puis, ça continue d'être moins bon côté tactique et surtout LCD qui reste planté à 50% du marché sur le bilan annuel. Mix énergie, inchangé également en ce qui concerne la prévision. Donc, on a les ménages qui sont plus au rendez-vous que les sociétés sur le véhicule 100% électrique, 7,1 depuis le début de l'année contre 4,9 pour les sociétés. Et inversement, sur l'hybride rechargeable, qui est plutôt le fait des sociétés, 5% de la demande, TVS oblige, et 1,3% côté ménage. On note un rebond intéressant du GPL sur le mois de juin. Rebond intéressant du GPL sur le mois de juin, une poursuite de la baisse du diesel jusqu'ici. Voilà, la prévision sur l'année, 8% sur le véhicule électrique. Donc, ça va repartir parce que quand les primes vont disparaître, l'effet sur le mix segment, ça va être une reprise du mix segment et puis et notamment des véhicules électriques qui seront, eux, toujours poussés par les super bonus électriques. Et puis, toujours cette affaire d'objectif café qui va promouvoir le véhicule électrique. Donc, 8% à la fin de l'année pour le 100% électrique, 3% sur l'hybride rechargeable, 10% sur l'hybride non rechargeable et le reste se partage, les 80% restants en 30% diesel, 50% essence. Là aussi, on pourra faire un webinaire qui sera consacré sur cette thématique de l'énergie d'ici quelques temps. Marché de l'occasion, la baisse, vous vous souvenez tout à l'heure, elle était très très forte, la baisse d'intérêt sur Internet pour aller acheter un véhicule neuf. Il y avait vraiment un retournement. Ce retournement est beaucoup plus soft, si je peux m'exprimer ainsi, sur le véhicule d'occasion qui maintient quasiment la tension d'immédiat déconfinement. Donc là, pour le coup, on a remonté la prévision. Et on termine maintenant l'année à moins 10%, en gros, et 4,8 millions d'immatriculations pour l'année 2020 sur le marché de l'occasion. Sondage, on va vous poser 3 questions. On va vous poser une question sur votre vision du marché 2029, donc le 1 700 000. La fois dernière, c'est le même sondage que la fois dernière. Et puis, on fait 2 nouveautés. Ce qui va être super intéressant, on voudrait installer dans la durée avec vous 2 indicateurs nouveaux, des indicateurs qu'on n'a pas dans les données publiques. C'est l'indicateur de prise de commande, de tension des prises de commande. On va vous demander votre avis cette semaine-ci, la semaine qu'on est en train de vivre, par rapport à la semaine précédente. Les fois prochaines, on parlera plutôt du mois par rapport au mois précédent ou le mois de l'année d'avant. Mais vu la période, là, on fait une fréquence très court terme. Donc, on va vous demander votre avis sur les prises de commandes enregistrées cette semaine par rapport à la semaine précédente. Mesurer si oui ou non il y a un début d'inflexion. Et idem sur les stocks. L'indicateur de stock est très précieux. Je ne vous l'apprends pas pour faire de la prévision. Et on va vous demander par rapport à fin mai comment ont évolué vos stocks à fin juin. Voilà. Eva, je crois que c'est à toi pour le sondage. À quel niveau voyez-vous le marché VPN au bilan 2020? Tu peux prendre la parole, Eva. Et donc, vous notez de moins 15% à moins 35%, mais j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses à ce niveau-là. Ensuite, quelle est la dynamique de prise de commande cette semaine par rapport à la semaine précédente, en forte hausse jusqu'à… Eva, si tu peux faire dérouler vers le bas, s'il te plaît, qu'on puisse voir la question. C'est à moi de le faire, pardon Eva. Voilà, en forte hausse, en hausse, stable, en baisse, en forte baisse. Donc les commandes de cette semaine par rapport à la fois précédente. Alors, vous n'avez pas les chiffres 100% en tête peut-être, etc. Mais donnez votre avis sur ce que vous avez senti, sur le trafic en concession, ce que vous disent vos commerciaux, etc. En moyenne, il faut faire confiance. Du chaos sortira l'harmonie. Et puis, votre niveau de stock. VN et VO de moins d'1 an, donc les véhicules neufs et très récents, par rapport à la fin du mois de juin, par rapport à la fin du mois de mai précédent, est-ce que c'est resté stable parce que vous en avez rentré autant que vous en avez baissé? Est-ce que c'est en baisse de 10%, de 20% ou de 30% et plus? Voilà. Et dans le temps, cet indicateur-là
on va en faire un indice et d'ici quelques mois, quelques webinaires, on pourra l'exploiter pour affiner la prévision. Eva, tu me donnes un signal quand l'essentiel des présents ont répondu? Oui, oui, les participants sont en train de voter. N'hésitez pas à descendre les questions. Il y en a 3. On laisse encore une petite minute avant de clôturer ces votes. Très bien. Merci, Eva. Voilà, encore 30 secondes. Ouais. N'hésitez pas à nous écrire, à poser des questions. J'imagine que c'est le cas. Florence les note, les synthétise et nous fera un… Oui, je fais un appel aussi, comme Eric, il n'y a pas de questions encore. Il n'y a pas de questions. Donc, posez des questions en rapport avec l'automobile, évidemment, hein, et le marché ou la macroéconomie, la réglementation, etc. Et on tâchera d'y répondre. Et puis, d'une façon plus générale, voilà, on est une communauté d'écosystèmes automobiles. Hein, c'est ça qu'on est en train de construire. On a en face, vous avez autour de vous, virtuellement, là, dans ce webinaire, des distributeurs, des constructeurs, des financeurs, des loueurs, des assureurs, des garantisseurs, des indépendants de la prévente, etc. Donc, s'il y a des questions comme celle de l'indicateur de stock ou d'indicateur de prise de commande, des questions que vous aimeriez poser à la place pour la suivre régulièrement, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est très enthousiasmant d'avoir cette communauté qui se crée et le potentiel participatif collégial est inouï, donc exploitons-le au maximum. Bien. Eva, tu nous montres les résultats en temps réel ou… Ouais. Alors, la prévision de marché, on est donc exactement comme la fois dernière, exactement les deux modes, hein, les deux réponses les plus fortes, c'est celle qui encadre 1,7 million. Donc, voilà, on est en phase. Notre prévision, en gros, a l'air de rallier les suffrages. Ce n'est pas toujours bon signe, hein, ce n'est pas parce qu'on pense tous la même chose qu'on a raison. Néanmoins, voilà, on a un consensus sur le 1,7 million avec une petite avance tout de même sur ceux qui pensent que ce sera un peu plus d'1,7 million. Pour tout vous dire, hein, quand on fait tous nos calculs, on arrive à 1,720 million. J'ai arrondi à 1,7 million. Parce que quand je bouge la prévision, je préfère la bouger par le haut que par le bas. Donc, on est vraiment 100% en phase. On a un petit 10% qui voit les choses encore plus positives. Peut-être que ces répondants anticipent et je ne saurais leur donner complètement tort un nouveau dispositif de plan de soutien après ou une baisse progressive de ce plan de soutien comme ça avait été fait par le passé, auquel cas effectivement on pourrait aller un peu plus loin et d'autres, ils sont peu nombreux, voient un marché plus négatif. Très bien. Plus intéressant encore, les prises de commande. Ah, j'ai perdu, merci. Les prises de commande stables. Stable à peut-être encore légèrement en hausse. OK. Intéressant. Donc, ça augure probablement d'un mois de juillet qui sera comme on l'a prévu au niveau de juillet de l'année dernière. Donc, une poursuite de la reprise entre guillemets du marché. Ce sondage, il sera super intéressant à la rentrée septembre-octobre quand les primes seront plus là ou un nouveau dispositif. Et là, pour la fin de l'année, l'atterrissage de fin d'année, ce sera extrêmement précieux. Et enfin, des stocks en baisse de 10%, avec autant de gens qui le voient baisser encore un peu plus que de gens qui le voient stable. Donc ça doit répondre au contraste qu'on a vu de façon régionale. Donc on le prend pour l'instant comme ça apparaît, une moyenne de baisse, mais pas d'une baisse drastique, pas de diminution de moitié des stocks qui étaient à des niveaux incroyablement élevés à la fin du confinement. Donc ça commence à baisser, mais compte tenu des ventes qu'on a eues, pour que ça ne baisse que de 10%, on doit avoir le robinet du remplissage qui a commencé à fonctionner aussi. Bien, voilà, ça c'est une information un peu brute à ce stade, un peu rapide, mais c'est la première fois qu'on les met en place. On apprendra à les utiliser et à les inscrire dans la durée. Merci à tous pour votre première contribution. Il y en aura une autre tout à l'heure.
Maintenant, on rentre dans la partie un peu plus structurelle, un peu plus prospective, un peu plus long terme. Le but du jeu, c'est d'arriver à inscrire les tendances de l'automobile donc dans le moyen terme. Et pour y aller de façon méthodique et en entonnoir, on va d'abord regarder d'une façon générale ce qu'on a observé des attitudes de consommation pendant le confinement. Et je donne la parole à Jade, qui a environ, Jade, un quart d'heure pour présenter les tendances qui ont accéléré. À toi, Jade. Bonjour à tous. On a un petit souci de slide. Ouais, voilà. Les 5 tendances. Donc, comme vous le savez, le confinement a été une expérience unique pour beaucoup d'entre nous. On a vécu un mode de vie tout à fait nouveau. On a réalisé, je pense tous, à titre personnel, un certain nombre de choses. Et évidemment, ça va avoir un effet sur nos consommations sur le moyen terme, voire le long terme. Il y a beaucoup de tendances de consommation qui ont pu être accélérées. On en a isolé 5, les 5 plus importantes, à notre avis, à Seaways. C'est des tendances qui existaient avant, qui vraiment sont accélérées par le confinement. Donc, on va parler de chacune de ces tendances et ensuite, on va faire un petit point sur quelles sont les conséquences possibles, probables de ces tendances sur le marché automobile. Donc, la première tendance, c'est celle qu'on appelle la sobriété intense. Ça parle d'elle-même, c'est principalement l'idée qu'on va peut-être rentrer dans une phase un peu plus de frugalité. Les gens ont vécu, et pour beaucoup bien vécu le confinement, ont bien vécu cette moindre consommation et se sont rendus compte, ont réalisé que certains achats, 19% des Français, ont un côté un peu futile. On a vu pendant le confinement, grâce à notre outil NextTrends dont parlait Eric tout à l'heure, on a pu voir que les recherches de recyclage et de réparation ont augmenté et à l'inverse, les recherches sur Internet de produits industriels et d'achats neufs ont baissé. Donc, on sent vraiment que les gens se sont rendus compte qu'il y avait un désir de frugalité et une frugalité qui, en tout cas, à une partie de la population, a plu. Quelles peuvent être les conséquences de ceci sur le marché automobile? La première, ce sera sans doute des durées de détention plus longues. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans cette idée de frugalité, on ne va pas essayer de surconsommer, on ne va peut-être pas renouveler sa voiture alors qu'on n'en a pas besoin parce qu'on veut le dernier modèle. On va rester un peu plus dans la fonctionnalité, la qualité, l'usage. Deuxième tendance possible sur l'automobile, comme on disait, c'est vers un recentrage fonctionnel des caractéristiques automobiles, ce qu'on a appelé la toyotaisation. Donc, on est moins dans l'image, on est plus dans, on veut des produits de qualité, fonctionnels, qui marchent, qui fonctionnent, si j'ose dire, qui font le job. Un nouvel essor pour le marché de l'occasion, ça aussi c'est dans la frugalité. On va préférer une voiture d'occasion qui n'a peut-être pas le plaisir du neuf, mais qui a l'avantage de marcher et souvent d'être efficace. Et enfin, un développement de l'autopartage et du covoiturage courte distance. Si on n'a pas suffisamment besoin de sa voiture pour que ce soit vraiment logique d'avoir une voiture à soi, on va utiliser le covoiturage, l'autopartage, encore dans cet esprit de frugalité. Donc la deuxième tendance, c'est ce qu'on appelle la confiance redistribuée. Cette confiance, comment est-ce qu'on la voit? On la voit d'un côté par une défiance envers les acteurs de ce qu'on pourrait appeler le monde d'avant, c'est-à-dire les États, certaines multinationales, et une confiance retrouvée envers le local, la solidarité. On a eu beaucoup d'élan de solidarité pendant le confinement, des gens qui ont aidé des soignants, qui ont fait des vacances, pas mal d'associations, etc. Beaucoup de dons qui ont été faits pour Emmaüs, pour la Fondation Abbé Pierre et ce genre de choses. Et surtout, on a vu, et on le voit beaucoup à l'heure actuelle dans la consommation, un vrai désir de consommer français, d'aider les produits locaux, les producteurs locaux. Ici, vous voyez que 74% des Français se disent prêts à consommer local pendant et après la crise, quitte à payer plus cher. Donc, les gens ont compris que consommer local, réindustrialiser la France, ça coûterait plus cher, mais pour beaucoup, sont prêts à payer. Les gens privilégient à 75% d'acheter des produits locaux autant que possible. On a vu beaucoup plus de recherches de livraison de produits locaux, de producteurs locaux. Et voilà, maintenant, ce Made in France dont on parle depuis des années, c'est vraiment accéléré. On a pu voir un certain nombre de marques françaises qui ont fait des campagnes de publicité sur le côté français qu'elles avaient. Donc, quelles peuvent être les conséquences de ceci sur le marché de l'automobile? Premièrement, les marques françaises ou assemblées en France
pourraient être les gagnantes du confinement. On peut penser que les Français vont faire plus attention à quelles marques vont supprimer ou pas des emplois en France. Et l'autre chose qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la revanche du physique et des réseaux. C'est-à-dire que plutôt que commander sa voiture en ligne de façon impersonnelle, on va aimer aller dans son réseau local, on va aimer avoir ce contact local, cette confiance avec son distributeur. Ce qui est presque paradoxal parce que on a senti que le online, Internet, s'était énormément développé pendant le confinement. Certaines personnes y sont passées alors qu'elles n'utilisaient jamais. Mais maintenant qu'il y a la possibilité de sortir, on pourrait avoir l'effet inverse. Ensuite, la troisième tendance, c'est celle qu'on appelle la nature au cœur, qui est l'accélération de la sensibilité écologique des Français. Alors, évidemment, on l'a vu pendant les municipales avec un certain nombre de grandes villes qui ont élu des maires du Parti des Verts. On l'a vu aussi pendant le confinement au niveau des recherches Internet, beaucoup plus de recherches pour les animaux, les fleurs, la planète, tout ce qui est lié à la nature, beaucoup moins pour ce qui est polluant tel que l'avion, les voyages ou le plastique. Un autre effet de cela, en plus de cette sensibilité écologique, de ce choix de recycler, de trier, c'est ce qu'on appelle maintenant l'exode urbain. C'est tous ces travailleurs qui, grâce au télétravail, vont essayer de pouvoir partir vivre au vert. On voit que d'après une enquête de Cadre Emploi, 68% des cadres sont prêts à déménager pour partir vivre au vert, dans l'hypothèse où ils pourraient le faire sans quitter leur emploi. Et dans ces 68%, il y en a 36% qui veulent déménager en zone rurale. Donc, c'est vraiment des gens qui sont prêts à s'éloigner des villes ou 29% dans une petite ville. Et les raisons principales, c'est d'avoir un extérieur, un logement plus grand, mais surtout une amélioration de la qualité de vie. Il y a eu cette prise de conscience pendant le confinement que les gens aspiraient peut-être à une vie d'une meilleure qualité, peut-être loin des villes, plus d'espace, peut-être plus de convivialité sur certains points. Donc, quelles peuvent être les conséquences sur le marché de l'automobile de cette tendance, de cette nouvelle sensibilité écologique française qui est encore plus forte? Premièrement, un relais durable pour le véhicule électrique. Il est poussé par les primes, on peut parler par les bonus aussi principalement. On peut penser qu'il va continuer à se développer. L'exode urbain dont on parlait, on va peut-être avoir une évolution démographique avec beaucoup plus de gens soit en zone périurbaine, soit carrément en zone rurale, ce qui peut être très important pour où est-ce qu'on doit placer ces concessions, où est-ce qu'on doit aller chercher les consommateurs. Et à l'inverse, on pourrait avoir des restrictions d'automobile encore plus fortes en zone urbaine, notamment à cause de cette vague verte des municipales. Ensuite, la tendance d'après, c'est celle qu'on appelle le temps distendu. C'est cette modification finalement du temps des trajets qui est liée à la fois au télétravail et au lissage des horaires. On sait qu'aujourd'hui, dans les grandes villes, on a toujours un lissage des horaires qui est appliqué dans un grand nombre d'entreprises pour permettre d'éviter d'avoir des transports en commun qui sont bondés. Si vous voyez un graphique qui vous montre que normalement, les métros parisiens, aux heures de pointe, ont entre 150% et 200% de leur capacité, c'est-à-dire que tout le monde est serré. Et aujourd'hui, on est dans les 70% grâce à ce fameux lissage des horaires. Donc, ce lissage des horaires, il va jouer sur la façon dont on va concevoir notre vie. Peut-être qu'il y aura moins d'heures de pointe aussi dans les commerces, dans beaucoup de choses, parce qu'on aura plus de liberté dans le travail. Dans cette tendance, on a aussi quelque chose d'extrêmement important qui est lié au télétravail. Évidemment, vous savez que le télétravail s'est développé en France fortement pendant le confinement. On a à peu près 50% des personnes qui travaillaient pendant le confinement qui étaient en télétravail. On a en plus un grand nombre d'entreprises qui avant n'étaient pas forcément adaptées au télétravail, qui se sont adaptées. Donc, il y a beaucoup moins de freins qu'avant. Donc, on peut penser que c'est quelque chose qui va rester. On sait qu'on a eu des annonces, par exemple, de PSA qui voulaient faire passer beaucoup de ses salariés en télétravail très majoritaire. Ça va sûrement rester. Ça va évidemment affecter les mobilités et donc affecter l'automobile. On estime que le trajet moyen aller-retour, bien entendu, d'un travailleur français est 50 minutes pour aller au travail, donc 50 minutes économisées par jour. 29%, c'est la part des emplois en France qui pourraient être réalisés 100% à distance. Et 60%, c'est la part de mobilité en Île-de-France qui est liée au travail. Donc tout ça, ça nous dit que cet effet-là peut être majeur. Ça nous quantifie qu'une grosse partie de la mobilité peut disparaître à cause du télétravail.
Donc, quelles sont les conséquences sur le marché de l'automobile? On pourrait avoir une part modale qui augmente. Si moins de gens vont au travail, il y aura une moindre congestion dans les villes, donc ce sera moins découragé de prendre l'automobile pour aller au travail. Mais à l'inverse, on pourrait aussi avoir un délaissement de la voiture dans les zones urbaines. Si je suis travailleur et que j'ai besoin d'aller au travail 2 jours par semaine, je vais peut-être me permettre de prendre le métro 2 jours par semaine, même si c'est moins agréable que la voiture, et donc ne plus avoir de voiture. Alors qu'avant, si c'était pour 5 jours par semaine, je préférais avoir ma voiture pour des raisons de confort. Et enfin, on aura des kilométrages réduits qui vont ralentir la convergence TCO des véhicules électriques. Moins de kilométrage, c'est plus intéressant d'avoir un véhicule à essence ou thermique. Pour finir, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage émancipateur. C'est cette idée que pendant le confinement, on a eu du temps, on a aimé bricoler, on a aimé profiter de notre logement, peindre, apprendre des choses, faire des tutoriels, plus 197% de recherche des tutoriels pendant le confinement. On a aimé réparer les choses, plus 9%, recycler. Et à l'inverse, on aime moins acheter les choses neuves. C'est un peu lié à la frugalité, mais c'est un peu différent. C'est aussi s'approprier les objets, apprendre soi-même. Et ça va être important dans l'automobile. Peut-être qu'on aimera être capable de réparer, faire sa vidange tout seul plus qu'avant. On pourra avoir un renouveau de la customisation automobile, de la personnalisation et du covering aussi, qui est encore une fois dans cet esprit de la personnalisation. Donc, on a eu ces 5 tendances qui sont majeures, qui préexistaient mais sont accélérées par le confinement. Et il faut bien noter que l'effet de ces tendances n'est pas toujours négatif ou positif pour l'automobile. C'est l'avenir qui nous permettra de quantifier ça. Aujourd'hui, on est dans un aspect prospectif et dans les prochains webinaires, on vous donnera au fur et à mesure des réponses sur la quantification de l'effet de chacune de ces tendances sur le marché automobile. Et je vais repasser la parole. Ces tendances observées, on a un peu maturé dessus depuis la fin du confinement, comme l'a très bien dit Jade. Rien de nouveau sous le soleil, mais des accélérations vraiment massives qui se sont matérialisées dans les élections, par exemple. La vague verte, hein, on peut l'appeler comme ça. Probablement que si le deuxième tour avait eu lieu avant le confinement et avant le Covid, les résultats n'auraient pas été les mêmes. Donc, est-ce que tout le monde devient écolo? Est-ce que tout le monde devient plus attentif à sa consommation au point de délaisser l'automobile? Il est beaucoup trop tôt pour le dire, beaucoup trop tôt pour le dire. Il y a même une espèce de schizophrénie, hein, on pourrait parler de schizophrénie ou de bipolarité citoyenne consommateur, parce que on déclare et activement on fait des choses qui vont dans ce sens d'une grande conscience environnementale, un plus grand soin du milieu ambiant, mais on consomme beaucoup plus fort. La reprise, elle est dans l'automobile. On l'a vu dans beaucoup d'autres secteurs. On travaille dans d'autres secteurs chez Seaways. J'en ai pas parlé tout à l'heure quand on a fait j'aurais dû le dire quand je faisais ma conclusion sur le marché. Beaucoup de distributeurs avec qui on est en contact permanent, notamment sur les marchés premium, nous ont dit, mais moi, ça c'est reparti très, très fortement. Et j'ai pourtant des clientèles qui ne sont pas du tout éligibles aux primes. Donc, il y a une espèce d'effet de décompensation psychologique post-confinement. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête, mais on nous dit que ça va peut-être nous tomber sur la tête l'année prochaine à cause d'une deuxième vague ou d'un deuxième tour social ou macroéconomique. Et ben entre les deux, je me fais plaisir. Je consomme. Et en même temps, je souhaiterais qu'on consomme moins pour protéger la planète. Donc tout ça, c'est très compliqué. Les prochains rendez-vous, les prochaines étapes, c'est comme le disait Jade, c'est d'aller faire la part des choses. On est à 1 mois de fin de confinement. Je pense qu'on a listé tous les phénomènes, tous les événements qui pourraient survenir et qui vont impacter l'écosystème, la structure. Là, c'est cet exemple des gens qui, d'après une source CSA, qui vont chercher des modes alternatifs de transport après le confinement, parce que le virus est toujours là. Et globalement, tout ça, ça nous entraîne un report vers l'automobile essentiellement, et ensuite les modes doux.
quoi qu'on en dise, on n'emmènera pas 2 enfants à l'école avant de se transporter au travail et de revenir faire les courses sur la route, tout le monde à vélo. Voilà, on aimerait bien, mais ce n'est pas possible. Alors, ce qu'on va faire à partir de la rentrée, en fait, non, nous, on va le faire à partir de maintenant, mais vous aurez les résultats à partir des prochains webinaires. On va suivre plus précisément maintenant. Quand je dis plus précisément, c'est-à-dire de façon conclusive, donc pas de façon péremptoire. Quand on est en prospective, quand on est sur ces sujets-là, il faut toujours rester humble et se garder la possibilité de changer d'avis en fonction d'un événement, en fonction d'un fait. Mais ce qui est important en prospective, c'est d'avoir une méthode rigoureuse de calcul, de fixation des hypothèses qui nous emmène ensuite à des résultats quantitatifs. C'est ça qu'on vous proposera à partir de la rentrée. Et ces projections de moyen terme nous aideront à affiner ensuite les prévisions de vente automobile pour que ce soit très, très opérationnel. Donc, on va se poser la question d'abord de la mobilité totale. Ces affaires de télétravail, quand on sait que le commuting, le pendulaire, c'est 60% des mobilités, c'est important de se poser la question. Localisation des ménages par rapport à leur lieu de travail, par rapport à leur lieu de consommation, e-commerce, les courses et les dépenses, ça pèse lourd dans les 40% qui ne sont pas de domicile travail. Donc, comment la mobilité en entonnoir, la mobilité générale, véhicule passager, va évoluer. Ensuite, la part modale de la voiture. Cette question de l'étalement des horaires. Alors certes, Jade a raison, je vais aller moins souvent au boulot, mais quand je vais y aller, il y aura moins de monde sur la route parce que les gens télétravaillent et puis parce que les horaires vont peut-être s'étaler. Donc, si je ne mets plus 1 heure pour faire mes 7 km le matin, ben, en voiture, c'est pas mal. Comme ça, je pourrais faire les courses sur le retour, etc., etc. Donc, il y a des effets rebonds qui sont loin d'être très intuitifs et qu'on va tâcher d'aller calculer. Besoin de mobilité totale, part modale de la voiture dans toutes ces mobilités, ça nous amène à un besoin d'automobilité. Besoin d'automobilité. Ensuite, en fonction du taux d'occupation des véhicules, j'ai vu beaucoup de questions sur le covoiturage et l'autopartage, notamment l'autopartage courte distance, risque du virus, etc., etc. Quelle est l'offre quelle va être l'évolution de l'offre dans tout ça? Donc, en fait, le besoin d'automobilité, on y répondra avec des voitures, mais est-ce qu'on les aura en propre? Est-ce que ce sera de l'autopartage peer-to-peer, entre voisins ou autres, ou est-ce que ce sera des flottes publiques ou privées, mais municipales? Cette question-là aussi, on va la voir. Et ensuite, donc ces parcs, qu'ils soient partagés ou non, intensité d'usage, à quel niveau on les utilise, combien de temps on garde les voitures, quelle est la durée de vie des véhicules. Et là, à partir de ce moment-là, quand on aura quantifié toutes ces hypothèses, on aura de quoi faire une projection du marché, non seulement du marché automobile, mais également du besoin en après-vente. J'ai vu des questions aussi sur ce point-là. Et quand on a toutes ces réponses-là, on sait voir comment le parc va nécessiter d'être entretenu. Voilà, ça c'est notre prochain programme. Donc à partir du mois de septembre l'année prochaine, on va commencer à donner des chiffres sur ces différents éléments et vous éclairer sur l'évolution de l'automobile, sachant que, évidemment, bien évidemment, là je faisais une présentation très générale, très nationale, très moyenne, sachant que toutes ces questions, en fait, on est obligé de se les poser, comme on le fait déjà depuis un certain temps. Vous l'avez vu dans l'Observatoire CTLM qu'on a réalisé il y a 2 ans, hein, voiture des villes, voiture des champs, et tous nos clients, que ce soit pour l'optimisation de l'implantation d'un réseau ou d'anticipation de la demande, nous demandent de travailler aujourd'hui, enfin, on leur propose, quand on ne nous le demande pas, de travailler par niveau de densité humaine, de densité urbaine, puisqu'on va avoir des endroits où la voiture sera indispensable. On n'aurait pas dû mettre de point d'interrogation, parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation à la campagne, c'est indispensable. Il n'y a pas d'autre moyen. Soit on reste à la maison, si on veut continuer de vivre, de socialiser, de travailler, il faut une voiture. Et puis dans d'autres endroits, plus la densité urbaine va être importante, la question c'est en avez-vous vraiment besoin? Alors elle est un peu provocatrice cette question, mais c'est celle qu'on risque d'avoir sous les publicités de tous les biens de consommation, pas seulement l'automobile, hein, tous les équipements, biens durables, etc. De même qu'on dit consommer avec modération ou manger 5 fruits et légumes par jour ou manger, bouger, je ne sais plus, sur les publicités alimentaires. La convention citoyenne et donc la proposition intertenue, elle va être passée en référendum, imposera que sur les publicités automobiles, après qu'on ait fait l'article, on demande aux gens, au fait, en avez-vous vraiment besoin?
Donc voilà, on va rentrer dans cette dualité. On y est déjà, et cette dualité va s'exacerber entre le caractère indispensable et même salvateur de l'automobile dans certaines zones et le caractère persona non grata dans d'autres zones. Alors, nous, on va instruire, on va tâcher de répondre avec nos méthodes et avec votre aide et votre avis. Et donc là, on a un autre sondage, justement. Eva, le sondage, c'est vous, selon vous, et après on répondra aux questions, les événements Covid et confinement auront sur l'usage et l'équipement automobile, l'équipement c'est le taux d'équipement des ménages, le taux de motorisation si vous préférez, en moyenne nationale, on vous demande de faire la part des choses, je sais que c'est un peu compliqué, en moyenne nationale et sur le moyen terme, pas dans les prochains mois, parce qu'on a des mesures encore d'exception, mais on va dire en 2021, 2022, tous ces événements-là, est-ce que ça aura eu sur l'automobile en moyenne nationale un effet très positif, positif, neutre, négatif ou très négatif? Allez, on vous laisse une petite minute. Eva, est-ce qu'on a des réponses? Voilà. Alors, très intéressant. Alors, très intéressant parce que partagé, et ça montre bien que l'étude est nécessaire, la réflexion, la prospective est nécessaire, peut-être contrairement au scénario d'ailleurs, parce que ça va aussi pas mal dépendre de l'offre, de ce que vous ferez vous, de ce que les constructeurs feront, de ce que les politiques, la réglementation fera. On a, et on va rester sur cette touche positive, on écarte les extrêmes, mais il y a plus de gens dans ce sondage qui pensent que les effets vont être positifs, donc une réhabilitation en quelque sorte de l'automobile et peut-être un soutien au marché, un petit tiers qui pense que c'est neutre et puis un gros quart qui pense que ça pourrait être négatif. Donc c'est très partagé. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'animation de la communauté parce que ça montre bien que rien n'est gagné ou que tout le monde ne pense pas la même chose. Et on va tâcher de documenter, de renseigner tout ça les fois précédentes. Alors, parfait, merci beaucoup. C'est formidable parce que le timing est tenu. Florence, je te laisse. J'ai pu lire les questions. Tu as regardé les questions, oui. Ouais, mais vas-y, si tu veux faire une synthèse de formulation de ces questions, et puis on tâche d'y répondre ensemble. Oui, enfin, bon, on a bien compris qu'on a des effets positifs, des effets négatifs et qu'on ne sait pas trop de quel côté ça peut pencher. Il y a quand même quelque chose qui est assez net, c'est ce qu'on peut appeler la vague verte, politique, comportementale. Donc, on a plusieurs questions là-dessus. Est-ce que cette vague verte, elle va impacter la consommation automobile d'une manière à la fois en volume et puis en mix, donc véhicules électriques. La question, c'est à quel niveau et c'est un peu comment… Alors, c'est bien compris, merci Florence. Alors, la question ou les questions posées sont parfaitement convergentes avec le programme que je viens programme de travail que je viens de présenter. Donc, la question, est-ce que ça va changer les choses? La réponse est oui, définitivement oui. Comment? Joker, je botte en touche provisoirement. Trop tôt pour répondre. Franchement, on a commencé le travail, mais il y a beaucoup d'effets qui sont très compliqués à établir de façon quantitative et à peu près certaine. Cette question du télétravail, c'est si, comme le disait Jade, si je vais moins au boulot, j'ai moins besoin d'une voiture. Mais après tout, si j'y vais qu'une ou deux fois par semaine, c'est tellement intéressant de faire plusieurs choses en même temps. Et puis du coup, comme c'est une ou deux fois, c'est de prendre la voiture. Surtout s'il y a un étalement urbain et que les rush hours et les pics de congestion ont disparu. Donc des effets plus négatifs, très difficiles à voir. Des choses qui sont certaines, évidemment, c'est que le mix powertrain va être croissant pour l'électrique. Et probablement que l'effet aura été positif, les super bonus,
l'accélération de cette filière Airbus du véhicule électrique, accélération du déploiement des réseaux de recharge, etc., etc. Donc, sur le moyen terme, c'est sûr que ça va accélérer plus vite sur l'électrique. Après, le choc économique va durer longtemps. Les prix du pétrole vont être déprimés pendant longtemps. Les gens vont habiter plus loin de chez eux. Donc, le TCO, le Total Cost of Ownership, le coût comparé de l'électrique, va converger moins vite vers celui du thermique. Et beaucoup de gens auront encore intérêt à acheter, certains auront encore intérêt à acheter même du diesel parce que leurs kilométrages vont augmenter. Donc ça va changer très très fortement. On ne peut pas répondre aujourd'hui. On fait un travail sérieux. On va prendre les points un par un comme on vous l'a montré sur le logigramme et on reviendra vers vous avec notre position et les conséquences en termes d'évolution du marché. Et donc, un peu prolongement de cette question, hein, le covoiturage, l'autopartage, quel impact? Est-ce que c'est court terme? Est-ce que ça peut casser un élan? Est-ce que ça peut l'amplifier? Je ne crois pas. Je pense, alors je suis plutôt positif comme garçon, optimiste, même si je suis très inquiet pour la situation macroéconomique et sociale des prochaines années. En revanche, le virus, on en viendra à bout de celui-ci. Que ce soit avec des traitements, que ce soit avec un vaccin, des premières expérimentations. Donc, je pense que d'ici 1 an ou 2, regardez 15 jours après la sortie du confinement, les gens faisaient la fête, les jeunes surtout, faisaient la fête, allaient dans la rue. J'observais, moi, hier soir, en rentrant ou en allant à la gare, il y a de moins en moins de gens qui portent le masque, etc., etc. Donc, je pense que la peur du virus, elle finira par disparaître et que ça ne limitera pas l'économie du partage et du partage automobile. Je change de sujet. Hein. Est-ce qu'on va suivre les entrées après-vente? Est-ce qu'on va faire un indicateur? Oui, j'ai vu cette question. Laissez-moi y réfléchir. En 1 heure de temps tous les mois, ce que je veux éviter, c'est de faire un truc fourre-tout. Hein. On a une belle cohérence. On est là pour anticiper l'évolution du marché, de vente automobile, toutes les ventes. Donc, on parlera du VUL bientôt. On parlera toujours du VO, du VN, etc. L'offre, la demande, etc. On travaille beaucoup chez Seaways sur l'après-vente, court terme, moyen terme, etc. Donc, techniquement, oui, ça m'intéresse. Et si on nous le demande, oui, on le fera, mais peut-être sur un autre webinaire. On en discutera, Florence, mais peut-être que ça mérite d'être disjoint, les deux questions. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas du tout connectées, mais en 1 heure, on peut pas tout faire. Qui trop embrasse mal étreint. Bon, après, on a la question d'image de l'automobile qui rejoint un peu toutes les tendances. On a des politiques qui sont quand même assez souvent anti-voiture, enfin, quand ils s'expriment, en tout cas, est-ce que là, est-ce qu'il y a une opportunité pour faire changer l'image de la voiture? Est-ce qu'il faut faire quelque chose ou est-ce qu'il n'y a rien à faire? Non, il ne faut jamais être complètement défaitiste, fataliste. Moi, je pense que la polarisation qu'on vit depuis un certain temps en ville, campagne, elle va se renforcer. Il suffit d'observer, hein, il y a les voies de vélo, comme on les appelle les voies Covid. Il y a les voies qui vont se pérenniser. Dans la Convention citoyenne, il faut regarder, hein, mais on fera un point la fois prochaine. Il n'y a pas que les 110 km/h hein, quand tu es repoussé. Il y a des voies, réservées aux covoitureurs, hein, où on est 2, 3, etc. Donc, très clairement, en ville, c'est presque cuit pour la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui, individuelle, le maire de Bordeaux, etc. Donc, c'est en ville, quand la densité urbaine est très très forte, on aura probablement de salut pour l'automobile que sur des flottes de véhicules autopartagés ou des petits véhicules électriques à faible empreinte au sol, etc., etc. Ça, c'est mon avis, c'est un peu à l'emporte-pièce, mais ça va comme ça. Mais en revanche, encore une fois, sur le périurbain, sur le rural, qui fait l'essentiel de la croissance du marché hein, et aujourd'hui, là, pour le coup, je ne suis pas du tout inquiet. On ne pourra jamais faire autrement que d'avoir et d'utiliser des voitures. Donc voilà, les différents acteurs, on parlait de l'après-vente, où les différents acteurs, où les gens du commerce vont devoir se diversifier
faire des spécialisations géographiques. Hier, dans les colonnes d'AutoActu, on voyait que PSA Retail fermait les concessions dans Paris et va aller les mettre un peu plus loin en périurbain. Voilà, c'est le schéma qui nous attend pour les 5 prochaines années. Une autre question très différente. On revient sur le marché. dernière, les flottes auto, est-ce que tu n'en as pas parlé des Alors, est-ce qu'on peut… Ah, les flottes, la demande des entreprises. Oui, les entreprises, pardon. Ces tendances-là, est-ce qu'elles auront aussi un impact sur la demande des entreprises ou on est sur du coût particulier? Alors, ça me gêne parce que là, si je commence à réfléchir à voix haute, ça devient… mon avis à moi, et mon avis, on s'en moque. Mes méthodes, le travail de mes équipes, ça c'est très important, mais mon avis à moi. Ce matin, j'avais en tant que chef d'entreprise, dans les informations du matin, je voyais qu'il fallait que je m'équipe de 10 masques par salarié. Hein, c'est secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Et ce que je me suis dit, peut-être que j'étais mal luné ce matin, je me suis dit, tiens, voilà, les entreprises deviennent la sécurité sociale d'une administration pléthorique, mais de moins en moins efficace. Je me suis levé du mauvais pied peut-être, et j'ai l'impression que depuis un certain temps, vous le savez, hein, la part des ménages dans le marché baisse, on l'a vu tout à l'heure, on est plus qu'à 45%. Les entreprises ont pris le relais, et peut-être que pour la mobilité, puisque l'essentiel c'est du domicile-travail, on va avoir de plus en plus justement des entreprises à mission qui aideront à améliorer le fait environnemental, à améliorer la mobilité de leurs salariés. Donc moi, je vois bien une tendance effectivement avec le package mobilité qui rentre un peu dans le package de rémunération et tout le reste. C'est plus simple de gérer une réglementation et de restructurer un marché quand on le fait à travers les entreprises qu'à travers les ménages. Donc je pense que le poids des entreprises en volume et en driver de l'évolution du marché va être de plus en plus important. Et le particulier, il sera sur le véhicule d'occasion plutôt. Voilà, par exemple. Merci. Bon, merci, on n'a plus le temps. Alors, juste un mot. Pardon, Florence. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, Florence. Non, mais je te laisse conclure. D'accord, merci beaucoup. Nos prochains rendez-vous. Absolument. On était vraiment, sincèrement, ravis de vous avoir. Le vécu là, en temps réel, cette interactivité est vraiment géniale à travers les questions. On verra les fois prochaines si on peut donner un peu la parole à l'auditoire en préparant un petit peu à l'avance. Il y a une difficulté technique, mais tellement envie d'avoir le retour de la salle, comme on dit. On poursuit, on espère vous retrouver le 2 septembre. On va vous envoyer d'ici quelques temps, ce sera mon dernier mot, ou l'avant-dernier mot. Vous recevrez donc une invitation pour la date, etc. Et puis, comme on a beaucoup de succès, comme c'est compliqué, comme on ne vit que de nos coups de journée, moi, je souhaite continuer de mobiliser les équipes pour faire un bon travail sérieux, régulier sur ce domaine-là. Donc, on aura besoin d'un petit coup de main pour le financement. Donc, on vous donnera des conditions d'accès. Vous verrez, vu ce que votre présence ici en nombre, je pense qu'il y a un niveau de satisfaction sur les travaux qui sont faits. Donc, les conditions, vous verrez, défient toute concurrence. Vous pourrez vous abonner soit de façon annuelle à tous les webinaires de l'année, soit faire du cherry picking à choisir au mois, avec un avantage évidemment pour les adhérents AutoActu. Donc, on vous présentera ça très prochainement là par écrit. Et puis ensuite, on vous retrouvera avec beaucoup d'impatience le 2 septembre. Voilà, mon dernier mot, c'est vous souhaiter très bon courage dans les jours, les semaines qui viennent, parce qu'il va encore y avoir du boulot. Et puis, reposez-vous un petit peu, passez quand même d'excellentes vacances cet été et rendez-vous au 2 septembre. Au revoir et merci à tous pour votre présence. Au revoir à tous et merci. Merci.